Bonjour à tous. Et bienvenue à cet exposé. Moi, je m'appelle Fabienne Liès et je suis responsable d'un centre de formation continue ici à Namur, dans le domaine paramédical. C'est un centre qui fait partie du centre Force de la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg. Voilà. Alors, je vais vous parler de la formation continue qui est un vrai outil de professionnalisation. Les professionnels de la santé, plus particulièrement les infirmières, sont à un tournant de leur processus de professionnalisation. Une évolution considérable dans les besoins de santé, dans le contexte politico-socio-économique, les oblige à redéfinir leurs limites et leur cadre professionnel. Cela va influencer bien entendu les pratiques soignantes et les amener à évoluer. Par ailleurs, les politiques européennes accentuent les réformes de l'enseignement par un modèle commun. Vous avez certainement déjà entendu parler de licence, master, doctorat. En Belgique, c'est l'ARES qui chapeaute l'enseignement supérieur qui revoit toute son organisation via les pôles. A priori, l'organisation des formations continues est dédiée le plus souvent pour répondre à la législation, actualiser des connaissances, compenser ou améliorer la qualité des soins. Elle s'oriente donc naturellement vers un objectif d'augmenter les savoirs, qu'ils soient théoriques, pratiques ou relationnels. Grosso modo, ça vise à développer, il n'y a plus rien, monsieur, les compétences professionnelles. La question qui nous intéresse ici est vraiment l'organisation des programmes de formation continue dans le domaine des professionnels de la santé, bien entendu, peut-il être considéré comme un outil de professionnalisation? Pour y répondre, nous présenterons l'évolution du concept de la formation continue, ses fonctions, ses enjeux, le contexte dans le domaine de la santé. La deuxième partie portera sur le regard réflexif que nous avons eu de nos pratiques d'opérateurs de formation. Ce regard nous permettra de mieux répondre aux besoins des différents acteurs, professionnels de la santé, participants aux formations continues, aux employeurs et aux enseignants. Ces nouvelles perspectives visent dès lors à faire de la formation continue un véritable outil de professionnalisation. Autrement dit, la formation continue proposera, au-delà de l'acquisition des nouveaux contenus ou pratiques du métier, de réfléchir et de construire son identité professionnelle, favoriser une pratique réfléchie et réflexive. L'individu pourra non seulement développer ses compétences métiers, mais aussi pourra mieux s'adapter, être engagé professionnellement, devenir ainsi acteur de changement au sein de son institution, gagner en estime de soi et par là être plus heureux au travail. L'évolution du concept de la formation continue. La formation professionnelle continue tend à se développer dans l'ensemble des pays européens. La thématique de l'éducation des adultes ou de l'éducation permanente, très présente dans les années 60-70, fait ainsi place à celle de la formation professionnelle continue ou plus récemment, aujourd'hui on parle de lifelong learning. La formation est de plus en plus liée à la question de l'emploi. Se former devient un impératif catégorique de l'ordre, non plus du droit de l'individu, mais de l'obligation sociale. Cette vision de la formation a opéré un glissement dans les années 80. Les mutations des moyens de production, de l'organisation du travail, les évolutions technologiques rapides, la massification de la formation initiale, la perspective de vieillissement de la population et l'inadéquation entre l'offre et la demande de travail ont soumis les entreprises à de nouvelles pressions et ont modifié le marché du travail. Les formations continues dans le domaine paramédical n'y ont pas échappé. À l'heure actuelle, elle permet aux travailleurs d'améliorer leur productivité, de maintenir leur emploi et de s'adapter grâce à de nouvelles compétences et des qualifications au changement du monde du travail. Or, à travers la formation continue, on se parle souvent de bien d'autres choses également.
de la vie, du travail, de la carrière, de l'avenir des personnes, du fonctionnement, du développement des organisations, de la conception des compétences et des qualifications, d'autonomie, de responsabilité, de pouvoir et de conformité, de métier, d'éthique, de son évolution, de sa professionnalisation, bref, tout ce qui est difficile de dire ou de discuter ouvertement pendant les heures de travail. Un aspect primordial est que la formation continue peut apporter non seulement de la satisfaction personnelle, mais également une augmentation de l'estime de soi et de la confiance en soi, ce qui sera bien entendu bénéfique sur tout le travail qui en découle. Je vais passer brièvement les 4 fonctions de la formation continue. Déjà par le passé, la première fonction était la fonction de professionnalisation. Le BOTERF nous dit que cette fonction vise essentiellement le développement des capacités professionnelles orientées vers la productivité. On parle beaucoup de contenu, d'améliorer les compétences, de connaissances, de techniques, de se recycler. Ensuite, il y a la fonction d'adaptation professionnelle. Ici, la formation continue va viser essentiellement à former un bon professionnel bien intégré dans son lieu de travail. Elle va adapter un certain niveau de connaissances et un autre niveau de compétences. Tout cela va nécessiter des formations de courte et longue durée qui vont maintenir un certain niveau professionnel, permettre l'adaptation au changement, spécialiser le personnel. Ensuite vient la fonction d'engagement professionnel. Là, on arrive un cran un petit peu plus haut et la formation continue va ici permettre à l'individu d'appréhender le changement et la transformation de sa trajectoire personnelle, professionnelle ou sociale dans l'organisation. On va y développer l'autonomie, la prise d'initiative, la responsabilité. La dernière fonction est la fonction de régulation socio-professionnelle, où l'apprenant se posera des questions du genre « quel est mon projet professionnel ? Quel est mon projet de vie ?» Cette fonction va viser à permettre le développement professionnel, à favoriser la promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de culture. Ces 2 derniers niveaux ne sont pas toujours vraiment développés dans toutes les formations continues. Et c'est là-dessus qu'on veut vraiment travailler, justement. Le contexte de la formation continue dans le domaine plus précis de la santé. Les professionnels de la santé, et plus particulièrement les infirmières, sont à un tournant de leur processus de professionnalisation. Comme on l'a dit, le contexte socio-économique est en pleine évolution, le vieillissement de la population, l'augmentation des pathologies chroniques demandent des soins de plus en plus complexes, en institutions de soins comme les hôpitaux, les maisons de repos, mais également en extra-hospitalier. De nouvelles compétences sont nécessaires pour accompagner les patients, les clients et leurs familles. De nouvelles approches de l'empowerment et d'éducation doivent être innovées pour répondre au caractère évolutif des pathologies chroniques. Les réformes hospitalières, par ailleurs, ont modifié également les pratiques en mutualisant les ressources, en réorganisant le travail, avec perte également de la posture sacralisée du soignant et des patients qui sont devenus des clients. Dans tout ce contexte, les soignants expriment alors leurs difficultés, leur malaise professionnel. Ils doivent vraiment acquérir de nouvelles compétences, s'adapter à une politique qui autrefois était essentiellement humaniste et qui aujourd'hui doit faire face à des contraintes politiques, économiques ou budgétaires. Les soignants vont déplorer le cloisonnement, le manque de partage entre les praticiens et le fait de ne plus pouvoir exercer selon les valeurs qui les animaient et qui donnaient du sens à leur pratique. Au niveau de l'enseignement, nous avons dit qu'il y avait une grande réforme dans tout ce qui est enseignement. Ici, la formation continue est vraiment une formation d'adultes. La recherche et les services à la société font partie intégrante des missions des hautes écoles et des universités. Se former tout au long de la vie n'est donc pas qu'accéder à de nouvelles connaissances, mais bien se les approprier et développer de nouvelles compétences. Les enjeux maintenant de la formation continue dans le domaine de la santé sont importants à évaluer avant d'organiser une formation continue.
Cette formation est un grand champ en développement. C'est aussi un champ où s'affrontent différentes forces, différents rêves, différents intérêts et idéologies différentes. La notion d'enjeu est importante parce que ce sont des choses qu'on peut gagner ou perdre lors d'une action. Donc nous allons d'abord faire la différence entre les besoins exprimés et non exprimés, et ensuite les enjeux des participants et les enjeux des employeurs. Les besoins exprimés des formations continues sont ceux-ci. La formation doit s'intégrer harmonieusement dans leur champ d'activité, augmenter les qualités pratiques avec plus de dextérité, de connaissances théoriques, relationnelles, opérationnelles, répondre évidemment aux besoins réels du terrain. Elle doit être de qualité, elle doit être attractive, elle doit éveiller la curiosité et la motivation des participants. Elle doit être évidemment animée d'une pédagogie d'adulte, disponible, compatible avec une vie professionnelle et familiale, donc organisée aussi de manière souple. Et évidemment, si ce n'est pas l'employeur qui paye, et c'est de moins en moins l'employeur qui paye, elle ne doit pas être trop chère. Concernant le contenu des formations, il y a une étude des besoins qui a été réalisée en Belgique en 2012 et nous faisons aussi régulièrement des études de besoins chaque année. Et contrairement à ce qu'on imaginait, ce ne sont pas du tout des techniques et des connaissances qui sont en première position. C'est des formations du genre de la gestion de l'agressivité, communication avec le patient, prise en charge de la douleur, communication avec la famille, droit du patient, éducation, etc. Les formations sont demandées le plus souvent, elles s'organisent, soit les formations courtes sont organisées dans les hôpitaux, soit sous forme de journées d'études, soit à l'extérieur par des centres de formation continue ou par des hautes écoles et des universités. Par ailleurs, nous avons de plus en plus de demandes, nous en tant que centre opérateur de formation, d'organiser des formations par journée ou plusieurs journées au sein des institutions de soins ou des maisons de repos. Ça favorise les échanges sur un même sujet en pluridisciplinarité et la pédagogie réflexive partant de l'expérience professionnelle des participants a bien entendu tout son sens dans ce contexte. Contrairement aux participants qui viennent dans le centre de formation continue et qui là vont rencontrer des soignants de différents hôpitaux, et ça a beaucoup d'intérêt aussi, les échanges avec les pairs. Après avoir entendu les besoins exprimés des participants, nous devons être attentifs aussi aux besoins non exprimés. Lorsque les personnes viennent en formation, ils choisissent à un moment donné de quitter leur travail pour venir se ressourcer. Ils ont une série de demandes, comme évoqué plus haut, mais le fait de faire la démarche de venir se former peut nous faire penser qu'ils ont d'autres besoins et qu'ils sont à ce moment de leur vie, dans leur travail, en quête de quelque chose d'autre. C'est parfois un moment où ils sont, je ne dis pas si on peut appeler ça du burn-out ou du pré-burn-out ou du surmenage, mais en tout cas à un moment où ils pourraient être en porte-à-faux avec leurs propres valeurs, peut-être un peu désenchantés par la façon de pouvoir pratiquer leur métier, stress, grosse charge de travail, où l'on n'a plus le temps de vraiment prendre soin. Nous avons émis l'hypothèse que la formation continue pouvait dès lors revêtir une série d'enjeux pour les participants. Ce sont ces enjeux qui seront tantôt des besoins exprimés, tantôt des besoins non exprimés. Il faut les entendre, mais également entendre ce qu'ils disent d'eux-mêmes, de leur réalité, de leurs peurs, de leurs rêves, de leurs besoins, sans quoi la formation sera bien sûr vouée à l'échec. Quels sont donc ces fameux enjeux? C'est bien entendu devenir de bons professionnels, contribuer à sa propre professionnalisation, devenir plus autonome et plus responsable, participer à la construction professionnelle collective, à l'identité professionnelle, devenir un expert ressource, augmenter son estime de soi, son image dans l'organisation et à l'extérieur de l'organisation, porter un regard réflexif sur ses pratiques, voire modifier son comportement au sein de l'organisation. Et devenir finalement un acteur de changement, c'est-à-dire un individu capable de faire évoluer son métier, son organisation et sa place dans la société.
Les enjeux pour les employeurs maintenant, ce sont bien entendu les mêmes, mais en plus, elles comptent vraiment sur les participants qui les ont suivis pour stimuler le changement en général ou pour des innovations spécifiques. Elle peut également favoriser la mobilité interne. Elle ouvre son entreprise à l'extérieur en faisant venir un expert au sein de son institution ou elle envoie ses collaborateurs se former ailleurs. L'organisation accroît la compétence et les qualifications de ses collaborateurs et espère améliorer l'efficacité et l'efficience de l'organisation. La formation continue maintenant comme outil de professionnalisation. Le sens de la professionnalisation est entendu comme un processus de qualification. Au-delà des savoirs transférés, elle est un chemin à parcourir pour évoluer à l'intérieur de son métier, au gré de son cycle de vie. La professionnalisation est ainsi considérée comme l'évolution globale d'un métier. C'est là une source importante pour mettre à jour ses connaissances, bien sûr, et se perfectionner. C'est un espace également, comme j'ai déjà dit, où les professionnels ont l'occasion de partager des moments d'analyse collective également de leurs pratiques. C'est un moment où on prend le temps, en plus des apprentissages théoriques, à rencontrer d'autres professionnels de son institution ou d'autres institutions. Cette dynamique réflexive contribue à redonner ou à donner du plaisir au travail. Vers une pédagogie socio-constructiviste. Or, ce sont des grands mots de pédagogue, mais vous allez voir que c'est très simple. C'est tout simplement de la pédagogie d'adulte où on part de ses propres pratiques. Ces 20 dernières années ont connu une évolution considérable dans les technologies de l'information et de la communication. L'accès à l'information n'est plus indispensable. Vous savez très bien que si vous vous posez une question dans votre métier qui est très disciplinaire, une connaissance, une pratique, une réflexion, vous ouvrez votre ordinateur et vous pouvez très facilement trouver la réponse. Donc, que va apporter en plus des savoirs la formation continue? L'enjeu aujourd'hui est bien la capacité du sujet à acquérir et à transférer ces nouvelles compétences et se les approprier. Les activités même de l'infirmier ont migré. On n'est plus dans le savoir, savoir-faire, savoir-être, mais on est dans une appropriation de connaissances et de développement de compétences. Attendez, je ne vois pas mes... Alors, quels sont les différents courants de pensée en pédagogie et leur application en sciences infirmières? Vous avez tous été, à mon avis, comme moi, éduqués dans la théorie, le behaviorisme ou la théorie du conditionnement, ou modèle de l'empreinte, où on nous disait ce qu'il fallait répéter, on nous disait les savoirs et on répétait des techniques de soins, des techniques de pansement, même de communication, il fallait faire d'une certaine façon. C'est la théorie de l'empreinte ou du conditionnement. Après, il y a eu le cognitivisme qui aidait l'individu à identifier ses propres stratégies d'apprentissage et où on le considérait vraiment comme quelqu'un d'actif dans son processus d'apprentissage. Et puis, il y a ce fameux socio-constructivisme qui considère l'apprentissage comme une co-construction, en fait, où l'apprenant développe ses compétences avec les autres. Donc, il y a la notion de prendre de la hauteur sur ses pratiques, de partir de vos pratiques, de tout ce que vous faites tous les jours, et de collaborer avec les pairs. Donc, en collaborant avec les pairs, on devient aussi autonome, on confronte ses idées, on expérimente et on résout des problèmes complexes. Les individus deviennent ainsi autonomes dans leur apprentissage, ils partent de problèmes tirés de leurs pratiques et ils portent un regard réflexif et critique. Puis il y a l'humanisme qui est inspiré des travaux de Maslow et de Rogers que vous connaissez, qui portera une attention sur la motivation et sur une pédagogie qui favorise les relations humaines. Je pense que la pédagogie d'adulte a beaucoup de sens dans ces deux créneaux-là.
Alors, les nouvelles conceptions de l'apprentissage, la pédagogie va intégrer une place prépondérante dans l'apprentissage. Le formateur ne sera pas là pour donner son cours, mais devra mobiliser les capacités cognitives de l'individu à s'engager et à s'auto-former. Ce n'est pas un processus, une attitude à n'adopter d'ailleurs qu'en formation, c'est une dimension essentielle à acquérir dans l'exercice même de son métier. Il s'agit de réguler son action en prenant régulièrement une distance critique. C'est difficile de le faire dans son quotidien, tant l'infirmier est pressé et surchargé de travail. Il n'a plus le temps de prendre soin comme dans ses rêves. Souvent, il fonctionne et exécute les tâches qui lui sont confiées. Le formateur en formation continue va donc donner son cours en partant du vécu des participants, en les faisant réfléchir au-delà de leur pratique. Nous remarquons, pour le faire dans beaucoup de formations continues, que cette façon de former est particulièrement déstabilisante. Les gens arrivent et ils sont en attente de quelque chose. Ils sont en attente et on leur demande d'ailleurs leurs attentes. C'est pas ça qu'on devrait leur demander. On devrait leur demander quels sont vos objectifs d'apprentissage pour vraiment les mettre dans la posture active de l'apprentissage. Et ils attendent à recevoir des contenus et à écouter une information. Donc en général, comme nous les mettons acteurs de leur formation, c'est souvent déstabilisant, ça mobilise les participants à être acteurs de leur formation et ils en sortent pour en général déstabilisés, changés, mais également boostés. Il y a lieu donc de partir non pas des savoirs, mais des problèmes de terrain pour construire une problématique négociée, puis l'explorer sous la conduite d'un animateur. Le formateur devient vraiment un animateur. Ce n'est plus une personne qui détient la vérité ou les savoirs, c'est plutôt celui qui va accompagner le groupe autour de problèmes communs, complexes, sans se diviser, sans viser trop haut, se disperser ou s'enfermer dans ses propres ressources. Au sein d'une formation, l'un n'empêche pas l'autre non plus. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Les connaissances et l'actualisation est très importante. Et on doit évidemment en donner, bien entendu. Le meilleur étant évidemment l'expert animateur qui part des pratiques pour arriver à mobiliser le groupe. Nous revenons donc à cette notion de compétence. C'est quoi une compétence? C'est une combinaison de connaissances dans un contexte particulier. Comment est-ce que l'individu va mobiliser ses ressources? Comment est-ce qu'il va faire des liens? Comment est-ce qu'il va utiliser ses connaissances dans sa pratique? Ce concept touche également à la motivation de l'individu. L'enseignement ou la pratique réflexive demande donc beaucoup d'engagement et beaucoup de motivation. C'est le chemin de l'autonomie. La motivation est un processus complexe, dynamique, en rapport constant avec l'environnement. Il touche évidemment, comme vous le savez, à d'autres processus qui sont liés à l'environnement, qui sont liés au management, comme la reconnaissance, le sens du travail, la définition d'un but, le leadership et la dynamique collective. La motivation de l'individu à faire des choix va également être liée à la perception aussi à ses propres capacités de réussir. S'il a de nouvelles connaissances, qu'il est capable, de mettre en place et qu'il a de la reconnaissance, il va pouvoir lui-même augmenter son estime de soi, être plus à l'aise dans ses soins et être ouvert au patient et à écouter le patient et à pratiquer l'empowerment et à laisser également le patient faire des choix. C'est toute l'organisation de soins qui doit s'y atteler, mais nous y reviendrons plus tard. Développer l'autonomie et la responsabilité de l'apprentissage. Un des principes importants du formateur est la responsabilité en formation. La formation d'adultes doit rendre au maximum les apprenants acteurs au point de leur faire prendre en charge leur propre formation. Les responsabiliser, c'est leur donner l'initiative d'un certain nombre d'actions.
Donc déjà, leur laisser le choix d'aller à la formation. Évidemment, les motiver, mais c'est eux qui choisissent la formation où ils veulent aller. Leur permettre de négocier des contenus, pourquoi pas. Leur permettre d'évoluer dans leur pratique quotidienne par rapport aux contenus qu'ils ont reçus pour faciliter la prise de conscience des besoins et des progrès réalisés. Et, chose importante aussi, leur donner le droit à l'erreur. À l'autre extrême, Philippe Pernoud nous dit que les pratiques de formation continue dans les différents instituts et dans les différents pays sont très différents. Les formés, à certains endroits, c'est très scolarisé. Les formés se rendent dans un centre, intègrent des classes, et même si on dit que c'est de la pédagogie d'adultes, ils sont traités comme des élèves. Et il y a des horaires, des lieux, des curricula qui sont organisés dans la logique des formateurs et des formés, mais ils ne sont pas extraits, ils sont tout à fait extraits de leur réalité quotidienne. Dans d'autres endroits, les pratiques de formation s'apparentent plutôt à des interventions, à des conseils et à de l'accompagnement de projets, à de l'animation de groupe. Le formateur n'est plus alors protégé par un curriculum et un contrat didactique bien clair. C'est un intervenant externe qui doit s'identifier au projet pour collaborer avec les différents acteurs. Une piste à développer que nous développons chez nous, c'est également de former des formateurs. Parce que vous savez, pour un exemple tout à fait concret, quand nous organisons également les mesures transitoires, comme pour le moment il y a la psychiatrie et la salle d'op, il y a évidemment beaucoup d'intervenants du terrain, beaucoup de médecins. Certains donnent bien un cours, les infirmières aussi, mais ce ne sont pas des pédagogues, c'est un autre métier. Et donc nous essayons de former les formateurs à une pédagogie de ce type, plus socio-constructiviste que le modèle de l'empreinte et le formateur qui vient donner son cours et ses connaissances. À mettre également l'accent sur la coopération professionnelle, bref, à élargir la notion de formateur tout en leur laissant bien entendu leur créneau d'expertise. Il y a beaucoup de choses à faire à ce sujet. Beaucoup pensent que le fait de savoir va mettre tout le monde d'accord. Or, on touche, je pense, à quelque chose de beaucoup plus subtil. Il faut également favoriser la communication entre les pairs. Et je pense que le fait de venir à l'extérieur de l'hôpital ou même à l'hôpital, de faire des formations continues, les échanges qu'il y a entre eux sont tout aussi intéressants que le contenu de la formation. Développer maintenant la construction identitaire. Quand on en a comme on a le nez dans le guidon, on ne pense jamais soi-même, que vous soyez infirmier, médecin, que je sois enseignante. On ne pense pas à ce qu'est l'identité professionnelle. On fonctionne et on essaye de faire tout le mieux qu'on peut dans les temps impartis. Mais est-ce qu'on pense parfois à qui suis-je moi comme infirmière, qui suis-je moi comme enseignante? Donc qu'est-ce que c'est l'identité professionnelle? Dans une pratique professionnelle, les praticiens partagent des façons de faire, des façons de penser et de se comporter, en quelque sorte reconnues et validées par le milieu professionnel. C'est être du métier. La participation aux activités professionnelles ou en formation continue contribue au développement des compétences, mais s'inscrit également dans le processus de la construction identitaire. Dans la même idée, vous allez voir que tout est lié, que développer la pratique réflexive et favoriser les discussions et partages entre les participants, beaucoup de choses vont se dire en groupe aux différents cours et ça va participer à la construction de l'identité professionnelle. Les participants parlent des raisons pour lesquelles ils ont choisi leur métier, la façon dont ils le vivent, leur plaisir professionnel, leur deuil, etc. Le formateur va profiter de ces moments pour permettre aux praticiens d'élaborer et de conceptualiser cette expérience professionnelle par des moments de réflexion sur ce qui a été vécu, sur les freins et les ressources rencontrées dans son activité professionnelle, et enfin identifier de nouvelles pistes d'action. Il y a bien sûr un lien entre l'apprentissage de nouvelles connaissances, le développement de compétences et le renforcement de l'identité professionnelle.
L'infirmière qui va reconnaître la valeur de sa pratique va réfléchir à son positionnement, va augmenter son estime d'elle-même et va laisser, comme je le disais tout de suite, plus de place au patient et à ses propres décisions. C'est pour cela qu'il est indispensable en formation continue de ne pas se concentrer sur la dispensation des savoirs, mais bien de travailler les représentations qu'on a de notre métier, de déranger, de mobiliser, de sortir de sa zone de confort. C'est une mutation lente qui évolue différemment en fonction de chacun. Comme déjà évoqué, vous l'avez vu dans les besoins exprimés et les enjeux, les infirmières, elles ne vont pas venir en formation continue pour construire leur identité professionnelle. Elles vont venir pour avoir de nouvelles connaissances et compétences. Et nous allons profiter, je dirais, de cette présence pour les aider, les accompagner dans ce chemin. On a évoqué un des enjeux de l'employeur, c'est évidemment de faire boule de neige. Les employeurs ne vont plus payer une formation à un participant tout seul. Donc, il y a le transfert de connaissances et de compétences. Elle se situe à deux niveaux. Le premier niveau, pour développer une compétence, il faut pouvoir transférer les différentes connaissances dans son milieu professionnel, d'un cours à l'autre. Ça veut dire, ce qu'on disait avant, c'était faire des liens. Ça veut dire mobiliser d'un cours à l'autre, d'une situation professionnelle à l'autre, du centre de formation à sa pratique, etc. Donc, il faut pouvoir avoir des outils pour faire ces transferts de connaissances et de compétences. Le deuxième point, c'est le but est que les compétences que vous avez acquises en formation continue soient importées, je dirais, au sein de votre environnement de travail et donnent une impulsion à l'équipe qui est capable, du coup, de se remettre en question par une attitude réflexive sur ses pratiques. D'où je reviens à l'importance de cette pédagogie qui part de la pratique, qui fait réfléchir sur les processus, parce que alors ça va mettre l'apprenant dans une attitude, dans une posture réflexive que lui-même va adopter avec son équipe de soins quand il retournera dans son environnement professionnel. Et cette façon de faire va faire leur boule de neige au sein de son équipe. L'insertion sociale réussie de l'agent implique entre autres bien sûr que celui-ci soit capable d'agir en devenant apte à transmettre des innovations, des nouvelles formes de pensée et d'intervention. La compétence est devenue un processus créatif de tâches nouvelles. Être compétent, c'est construire son savoir par l'acte de transférer. Construire maintenant son projet professionnel. Si vous savez qui vous êtes en tant qu'infirmière, si vous savez transférer vos compétences, si vous avez réfléchi sur vos pratiques, vous pouvez développer votre projet professionnel dans un idéal professionnel, une certaine philosophie, entre guillemets, professionnelle. Ça peut se réaliser dans, bien sûr, différents domaines d'activité. Le projet professionnel est étroitement lié à la construction de l'identité. Pour affirmer notre souhait de développer cette identité professionnelle, nous avons choisi dans notre centre de formation continue de demander aux participants de chaque formation de réaliser un travail de fin de formation qui se nomme un projet de développement continu. La posture qui est demandée est de se mettre en recherche. Donc pas de faire de la recherche, on ne demande pas de travaux de fin d'études, on ne demande pas de doctorat, on ne demande pas non plus un rapport de stage, mais de porter un regard sur ces pratiques, de se poser une question, de se mettre en recherche, de faire une recherche littéraire et de répondre à cette question de départ. Et donc d'argumenter la question qu'on s'est posée par un raisonnement critique. L'empowerment managérial, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est le fait de responsabiliser l'individu, le fait de lui donner du pouvoir dans une confiance réciproque en vue de se réaliser. Cet engagement ne peut se faire sans la motivation de l'individu. Le manager doit donc être à l'écoute, valoriser, coacher l'individu au développement des compétences pour que celui-ci rentre dans un processus d'autonomie et puisse être dans un processus de socioconstructivisme au quotidien. Ça ne doit pas être des mots qu'en
en formation continue. Je pense vraiment que si on mobilise les gens et qu'on les rend acteurs de changement, ils réussiront à être acteurs de changement tous les jours dans leur activité professionnelle. Il sera également demandeur de formation complémentaire de sa propre initiative, ce qui est un gage de réussite. À ce sujet, il convient évidemment également de former les cadres et les dirigeants à certaines formations continues. Il y en a qui sont dédiées uniquement à eux, mais de la même manière, l'actualisation des connaissances leur est indispensable. Mais comme les infirmières, comme les professionnels de la santé, les dirigeants, les enseignants sont invités à porter un regard critique sur leurs pratiques de cadre et de management. Si l'on veut développer la professionnalisation des soignants, il convient de faire de l'établissement de soins un levier de professionnalisation. Et faut-il qu'il soit vraiment dirigé dans cet esprit? Je vais clôturer en vous donnant juste un petit exemple pour vous dire que ce n'était pas que du blabla. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un centre de formation? Voilà, un centre opérateur de formation. Les enjeux sont différents pour les participants et les organisateurs, les formateurs. Les objectifs également sont différents. L'organisation de la formation continue doit avoir une conduite claire tout en essayant de satisfaire bien sûr les différents partenaires. Si le service de formation continue reste dans la dispensation des savoirs uniquement, il risque de faire de saupoudrage et ne satisfaire personne. Parallèlement, comme on a dit, il y a une mutation du métier vers la profession, que si c'est une politique des établissements de soins de favoriser la formation continue en son sein, dans le but d'échanger avec d'autres professionnels et d'ouvrir son entreprise à l'extérieur. Les hautes écoles et universités ont pour mission, outre la formation de base, les missions de faire de la recherche et du développement, de rendre des services à la société et d'organiser des formations continues. Au centre de formation continue Force à vous pour formation, recherche et services de l'ENALUX, une personne coordonne le centre de formation continue, enfin le service de façon générale. Au sein de notre département, nous organisons environ 76 formations, toutes formations confondues. Il y a une quinzaine de formations de 150 heures. J'ai des petits folders si ça vous intéresse, des colloques pour les professionnels du terrain ainsi que pour les étudiants. Nos missions, c'est répondre aux missions des hautes écoles, répondre à la législation, en termes de titres et qualifications, INAMI, service public fédéral, que ce soit pour les infirmières, comme pour les aides-soignantes, comme pour les cadres, développer des compétences métiers, répondre aux besoins des professionnels de la santé et devenir un acteur de changement. Les finalités sont favoriser, développer la pratique réfléchie et réflexive, la communication, la diffusion et le transfert de compétences, par des outils pédagogiques, la responsabilité, l'autonomie et l'identité professionnelle. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Chaque année, nous organisons également des formations. Je ne sais pas où je suis. Nous organisons des formations en collaboration avec des experts du terrain, en pluridisciplinarité et avec des associations professionnelles. Des rencontres de professionnels en interdisciplinarité, par exemple autour d'un cas clinique, et également des formations de formateurs pour les accompagner à la démarche socio-constructiviste. Pratiquement au sein de chaque formation continue, que ce soit des longues ou que ce soit des courtes, j'entends longues, les 150 heures, des courtes c'est d'une journée à 5-6 journées. Nous essayons d'accueillir les participants, évidemment en fonction du nombre de jours de formation, c'est parfois réduit, parfois plus élaboré, en leur demandant quels sont vos objectifs d'apprentissage, en leur expliquant toute la philosophie de ce centre de formation continue. On donne des cours pour développer la motivation, pour construire, pour développer l'identité professionnelle.
Vous avez vu dans une des photos, disposition des tables, ce sont des bêtes petites choses, mais quand le nombre de personnes le permet, il vaut mieux se mettre en rond autour de petits îlots que de faire, enfin, comme ici, c'est tout l'inverse de ce que je dis, en fait, hein, c'est vraiment une transmissif. Ici, c'est vraiment une information, mais c'est pas du tout de la pédagogie socio-constructiviste. La démarche scientifique de la recherche evidence-based nursing, de l'accompagnement dans le projet de développement continu. On donne des cours sur le transfert des compétences et on donne des outils pédagogiques pour apprendre à transférer les compétences qu'on a apprises en formation continue au sein de son environnement de travail. Ça, j'ai déjà dit. Je vais terminer mon propos en expliquant que le monde évolue continuellement. Les obligations professionnelles, éthiques et légales nous dirigent de plus en plus vers la formation continue. Et la formation continue devient bel et bien une réalité car se former relève d'un impératif social. Nous avons vu les 4 fonctions de la formation continue, nous avons vu les enjeux de la formation continue, les enjeux des participants, les enjeux des employeurs. Nous avons pu constater que le rôle de la formation continue, outre actualiser ses connaissances, est vraiment de former les participants à réfléchir sur ces pratiques, à prendre le temps de prendre de la hauteur pour avoir un regard critique sur leur fonctionnement. Nous avons abordé la formation continue comme un outil de professionnalisation par la stratégie pédagogique visant à développer la pratique réflexive et réfléchie. Les programmes de formation continue doivent être vraiment reconsidérés et conçus pour donner ou redonner du sens au travail et donc du plaisir et valoriser la pratique. La formation continue est donc bel et bien un outil de développement pour les professionnels de la santé. Elle contribue à la promotion de la qualité des soins, à la prévention du burn-out et elle est un support à la politique institutionnelle inscrite dans un projet partagé. Je vous remercie de votre attention.